19 mai 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 85, depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous verrons encore des avancées territoriales, notamment à Konstantinivka, et examinerons aussi la situation à Pokrovsk. Mais ce que nous verrons aussi, ce sont bien sûr des plaintes au sein de la population russe, et elles sont bien sûr très grotesques. Et nous verrons également comment la Chine prend progressivement le contrôle de la Russie. Alors commençons. Près du Kremlin, un homme se tient devant la caméra et demande désespérément « Pourquoi nous bombardez-vous ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Arrêtez enfin !» Cette phrase semble surréaliste vu que la Russie attaque depuis des années des villes ukrainiennes avec missiles, drones et bombes planantes. Pendant que vous regardez cette vidéo, une ville ukrainienne est probablement bombardée. Ce que nous voyons ici, c'est l'incroyable déformation de la réalité, voire le déni de réalité en Russie. Pour beaucoup de gens, cette guerre est longtemps restée quelque chose de lointain. Visible à la télévision mais pas ressenti dans la vie quotidienne. La destruction de Kharkiv, Dnipro, Kiev ou Odessa était consommée comme une information venant d'un autre monde. Comme quelque chose qui se passe très loin sans que l'on y participe ou qu'on en soit responsable. Comme quelque chose qu'on ne pouvait tout simplement pas éviter. Soudain, des drones survolent Moscou, les aéroports ferment, des sites industriels brûlent et des explosions sont visibles en arrière-plan du Kremlin. Quant aux pertes et à l'économie en déclin, il n'est même pas nécessaire d'en parler. Les pertes qui se répandent, précisément en ce moment, provoquent chez certaines personnes un véritable choc. Comme si la guerre venait soudainement à eux, alors que c'est la Russie qui l'a déclenchée elle-même. Je me demande s'il en a seulement conscience. Cela explique aussi pourquoi la direction russe réagit de manière incroyablement sensible aux attaques sur son propre territoire. Pas à cause de pertes financières ou militaires, mais parce que cela brise chez les gens l'illusion la plus importante qui soit. L'idée que la Russie puisse mener une guerre sans que sa propre société ne la ressente vraiment. À Stovu, dans la région russe de Nijni Novgorod, des installations industrielles ont de nouveau été attaquées par des drones ukrainiens et cette fois, une raffinerie a également été touchée. C'est l'installation Lukoil Nijni Novgorod Nefteor qui a été touchée. La raffinerie a été fondée par le groupe de Nijni Novgorod. Selon les rapports, plusieurs explosions ont été entendues. Ensuite, un incendie s'est déclaré sur le site. La raffinerie fait partie des installations industrielles les plus importantes du groupe Lukoil. C'est précisément pour cette raison que l'attaque est significative. De tels sites ne fonctionnent pas de manière isolée, mais approvisionnent des régions entières en carburant, produits chimiques et matières premières industrielles. Ce qui est frappant, c'est aussi la profondeur à laquelle ces attaques ont désormais lieu. La région de Nijni Novgorod se trouve en effet très loin du front. La Russie doit maintenant protéger les infrastructures énergétiques critiques contre les drones, même là-bas. Et il est très probable que nous verrons à l'avenir ce déplacement se poursuivre vers l'Oural, lorsque les premières grandes raffineries près de la frontière seront à nouveau mises hors service. De récentes images de drones à Kostiantynivka révèlent l'étendue des destructions, à environ 20 km de la ligne de front. Des immeubles d'habitation calcinés, des écoles détruites, des jardins d'enfants, des hôpitaux et une église gravement endommagée caractérisent désormais des quartiers entiers. Justement, Kostiantynivka illustre de plus en plus comment la guerre dans le Donbass a changé. Autrefois, des villes comme Bakhmut ou Avdiivka étaient considérées comme des exceptions en matière de destructions extrêmes, car c'est là que se déroulaient des batailles extrêmement longues, qui étaient aussi très coûteuses en vies humaines et surtout en matériel. Aujourd'hui, ce schéma se répète le long des prochaines lignes de défense plus à l'ouest. La ville n'est pas touchée aussi gravement par hasard. Kostiantynivka se trouve juste derrière plusieurs sections importantes du front et sert depuis longtemps de plaque tournante militaire pour les opérations ukrainiennes dans le centre du Donbass. Voilà pourquoi la ville subit constamment la pression russe. Artillerie, bombes planantes, drones. Selon le principe, ce que je ne peux conquérir, je le détruis. Voyons sur la carte où se trouve la ligne de front. La zone rouge foncée indique les récentes conquêtes russes. Il ne contrôle pas chaque bâtiment dans la zone marquée en rouge foncé, mais la présence russe y est extrêmement forte. C'est pourquoi je l'ai simplement indiqué en rouge foncé. Je pars du principe qu'il y a relativement peu d'unités ukrainiennes ici qui sont naturellement inférieures aux forces russes présentes. Ici, dans la zone jaune au nord de l'école professionnelle, il y a de nombreux combats, principalement de l'infanterie contre de l'infanterie ou bien des drones contre de l'infanterie.
Mais ici, il est difficile de dire qui a vraiment l'avantage, car des attaques ukrainiennes et russes ont lieu partout dans cette zone, et cela avec à peu près la même intensité. Ce que nous voyons ici en bas, près de la serre, ce sont vraiment beaucoup de frappes aériennes russes, surtout dans cette zone, ce qui signifie pour nous, bien sûr, que les Russes ne contrôlent pas encore la zone. Oui, sinon ils ne la bombarderaient pas autant. Des frappes aériennes surtout ici, au niveau du 2e bataillon du 156e groupe mécanisé, cela signifie que les Russes ont des difficultés à pénétrer davantage dans la ville par l'ouest ou par le sud. Près de la station de méthane, c'est calme. Mais au nord de l'école professionnelle, la plupart des combats ont lieu actuellement. Ici, le quartier est assez disputé, et sinon il y a encore quelques combats isolés ici dans la zone jaune. Nous avons examiné cela récemment dans le rapport de situation. Ici aussi, il y a quelques combats isolés, mais cela ne laisse pas encore entendre que les Russes contrôlent complètement la zone ici. Et voilà à peu près la situation sur place. Même quelques kilomètres à l'ouest, près du port de Kroch, la situation des unités ukrainiennes en périphérie nord devient de plus en plus critique. La 7e, le corps de réaction rapide ukrainien, comme ils s'appellent eux-mêmes, a publié aujourd'hui de manière inhabituellement ouverte que plusieurs de leurs positions étaient pratiquement isolées. Selon eux, les forces russes contrôlent les hauteurs environnantes, y ont installé des systèmes d'observation et de guerre électronique et dominent l'espace aérien au-dessus des accès nord de la ville. La modification et la description de la logistique sont particulièrement intéressantes. Selon eux, seul le drone permet encore l'approvisionnement. Même les véhicules terrestres sans pilote sont désormais ciblés et détruits par des drones FPV russes, illustrant l'évolution technologique massive de cette guerre à cette distance. Des positions entières sur le front dépendent désormais du fait que de petits drones puissent encore acheminer de nuit des munitions, de l'eau ou des batteries. Les déclarations publiques dans ce communiqué ne sont probablement pas le fruit du hasard. Cela se produit généralement du côté ukrainien lorsqu'une pression ciblée doit être exercée sur son propre commandement militaire. Apparemment, il y a désormais un débat au sein de l'armée ukrainienne pour savoir si certains avant-postes peuvent encore être maintenus de manière judicieuse sur le plan militaire ou s'ils se trouvent déjà dans des zones de destruction russe. Plus précisément, il s'agit de cette position ici, celle du 2e bataillon de la 25e brigade de parachutistes. Elle se trouve ici. C'est un petit village avec quelques maisons, et c'est une position du bataillon qu'ils utilisent justement contre les Russes. Vous voyez, les Russes ont conquis Pokrovsk ici il y a quelque temps et essaient de percer par le nord-ouest. Mais ils n'avancent presque plus ici en haut. Ils ont du mal à sortir de Hirschner. En même temps, ils essaient aussi simplement de boucler la zone ici. Cela fonctionne d'une part par des attaques ici en haut à travers les villages, avec l'aide de la 5e, la brigade de fusiliers motorisés, qui essaie de percer ici. En même temps, ils essayent ici en bas avec la 36e brigade de fusiliers motorisés et le 506e régiment de fusiliers motorisés de prendre les positions des Ukrainiens, qui sont cependant assez bien fortifiés ici et qui couvrent surtout très bien le sud. Et maintenant, du côté ukrainien, on se demande si ces positions ici ont encore un sens et s'il faut encore les défendre. Théoriquement, on pourrait se replier avec toutes les unités présentes ici, y compris près de Rudinsky, sur cette ligne-ci et continuer à défendre à partir de là. Peut-être même, le cas échéant, utiliser les forces pour reprendre l'avantage ici, du côté de Hirschner, et isoler à nouveau les Russes ici. Tout cela serait possible, bien sûr en théorie. Mais pour cela, il faudrait abandonner ces positions ici, ce qui donnerait évidemment un avantage aux Russes. Premièrement, ils ont ici un front fermé, peuvent alors retirer leurs propres unités et non plus ce grand encerclement ici. Et ils pourraient alors à nouveau essayer de percer la ligne ukrainienne sur une large portion, peut-être quelque part en direction de Shevchenko. Bien sûr, tout cela a des avantages et des inconvénients, comme tout dans la vie. Mais on se demande, ces positions sont très proches du front. Cela signifie que les drones peuvent déjà les atteindre, non ? Dans cette zone, on est facilement repéré et menacé sur le flanc par les Russes à l'est, puis soumis au feu de l'artillerie, des bombes planantes et des drones. Alors qu'en même temps, on peut assez mal ravitailler ses propres soldats, puisqu'ils ne sont plus accessibles qu'à peu près uniquement par des drones. Et dans ces déclarations, c'est justement de cela qu'il s'agit. L'argumentation était que la guerre moderne par drone rend la défense statique dans des positions défavorables très coûteuses en perte. Quiconque reste dans des positions ouvertes ou déjà reconnues sera lentement anéanti par des drones FPV, la reconnaissance d'artillerie et surtout par une surveillance aérienne permanente.
Et c'est exactement ce qui semble se passer ici, au nord de Pokrovsk. La Russie ne tente apparemment pas une attaque frontale rapide depuis la ville, mais cherche plutôt à établir un piège de feu contrôlé. Le contrôle des hauteurs, la guerre électronique et la suprématie des drones FPV rendent les mouvements ukrainiens de plus en plus risqués. Et en même temps, certains des points d'appui ukrainiens ont une importance opérationnelle, car ce secteur, dont j'ai déjà parlé auparavant, est particulièrement intéressant. Même une petite bande boisée ou un simple champ peut ici être décisif pour retarder les avancées russes ou maintenir ouverts les accès essentiels à l'agglomération. Oui, et Pokrovsk et surtout dans cette zone, tout cela ressemble de plus en plus à un avant-goût de la prochaine phase de la guerre dans le Donbass. Moins de percées de chars, mais des zones défensives progressivement étouffées par la pression continue des drones et du contrôle, ce qui a un coût pour les deux camps, y compris les Russes, comme on le constate ici. La Russie continue d'envoyer son peuple à une mort certaine. Tout vrai pro-russe, et je ne parle pas ici d'un quelconque blogueur Z ou de quelqu'un qui soutient la guerre, mais bien de tout vrai pro-russe. Soutenir cette guerre côté russe ne fait pas de quelqu'un un pro-russe, car il n'aime ni son pays ni son peuple. Il devrait tout faire pour que la guerre se termine rapidement, afin que la Russie et son peuple puissent s'en remettre. Je vais vous montrer ce que je veux dire quand je dis que le peuple russe est sacrifié. Pour quelques mètres par jour. Regardez ici. Un soldat russe court à travers un champ de mines bien connu. Devant lui, il y a déjà 3 camarades tombés. À côté de lui, il pourrait aussi y en avoir un. Je n'ai pas pu bien distinguer celui-là, mais en tout cas, il y a 3 morts devant lui que j'ai censurés ici. Pourquoi la guerre est-elle terminée pour ces 3-là ? Eh bien, parce qu'ils sont entrés dans un champ de mines. Cela signifie que les Russes doivent être conscients qu'il y a un champ de mines à cet endroit. Et pourtant, il envoie le subordonné suivant pour nettoyer ou déminer le champ de mines. Pourquoi ? Parce que le chef de groupe, le chef de compagnie, le commandant, le ministère de la Défense et le Kremlin s'en fichent complètement que le prochain Russe saute sur la prochaine mine. Car même s'il meurt aussi, au moins il aura déminé une mine, et ainsi le prochain soldat ne pourra plus marcher dessus. Je me demande combien devront encore traverser avant que tout le champ de mines soit déminé et que le premier passe sans blessure. Mais c'est exactement ce que je veux dire. Chaque fois que je lis quelque part que le Kremlin fait quelque chose de bien pour la Russie avec cette guerre, oui, victoire pour la Russie et ainsi de suite, il faut mettre de telles images sous les yeux de ces gens-là. La vidéo est disponible sur mon canal Telegram, je ne peux pas la montrer sur YouTube. Restons sur ce point, car la Russie vend non seulement ses unités, mais aussi elle-même comme pays. Poutine a déclaré que la Russie et la Chine étaient prêtes à se soutenir mutuellement sur des questions centrales, en particulier pour la protection de la souveraineté. En apparence, cela ressemble à un signe d'un partenariat stratégique étroit. En réalité, cela montre aussi à quel point la Russie est désormais dépendante de la Chine. En effet, Moscou a perdu une grande partie de ses alternatives économiques depuis le début de la guerre. Les sanctions, le retrait des technologies occidentales et la perte des marchés européens ont poussé la Russie de plus en plus vers Pékin. C'est pourquoi le rapport de force entre les deux États évolue nettement. La Chine n'agit pas comme un allié égal, mais de plus en plus comme la partie dominante. La Russie a besoin de débouchés, d'électronique, de composants industriels et de stabilité financière. La Chine décide à quelles conditions et si elle souhaite accorder ce soutien. Et c'est précisément là que réside le problème stratégique pour le Kremlin. La Russie, qui voulait d'abord être une superpuissance indépendante, devient de plus en plus un fournisseur de ressources pour la Chine. Plus la guerre dure et plus Moscou devient isolé, plus l'influence de Pékin sur l'économie et la politique étrangère russe s'accroît. Pour la Chine, c'est absolument idéal. Cela ne pourrait pas mieux se passer pour elle car Pékin obtient des ressources à bas prix, une influence géopolitique et un partenaire affaibli qui dispose de moins en moins de marge de manœuvre. La Russie présente cela publiquement comme une amitié stratégique. Mais comme je l'ai dit, en réalité, tout cela évolue plutôt vers une dépendance au profit de la Chine. Le 15e corps d'armée de l'Ukraine a publié de nouveaux résumés de ses opérations de drones. On peut voir des attaques contre des soldats russes, des véhicules, des abris, des canons, mais il est frappant de constater que des antennes et des points relais pour l'équipement de communication sont également souvent touchés. C'est précisément cela qui est très intéressant, car la guerre s'oriente de plus en plus vers une guerre de la communication et des réseaux. Depuis que l'accès à Starlink est devenu plus difficile pour les forces russes, ou que les systèmes similaires ne peuvent même plus être utilisés de manière fiable partout, l'importance des infrastructures radioclassiques et des antennes augmente fortement. Et ce sont précisément ces systèmes qui sont de plus en plus pris pour cible par les drones ukrainiens.
Car sans communication stable, reconnaissance efficace, coordination des drones, tir d'artillerie et structure de commandement, tout cela fonctionnera nettement moins bien. Parfois, la perte d'une seule antenne ou d'un point d'amplification suffit à rendre des sections entières aveugles ou à aggraver considérablement les temps de réaction. On voit aussi à quel point la guerre moderne des drones est devenue précise. Il ne s'agit plus depuis longtemps de toucher des soldats ou des véhicules isolés. De plus en plus, des infrastructures techniques russes sont attaquées, celles permettant aux unités russes de combattre. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et de l'Algo Crew. Un remerciement particulier à lieutenant-colonel Rennecke, Cilia Dittifer, Jürgen Mayhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, et à la prochaine point de situation.